Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième webinaire de notre série. Nous allons démarrer, il est 14 h, nous allons pouvoir démarrer, on va essayer d'être exact, démarrer ce webinaire qui a donc pour thème augmenter la matière organique des sols pour un meilleur équilibre EH-pH. Figurez-vous que ce n'est pas moi qui vais présenter ce webinaire parce que j'en suis incapable et je vais laisser la parole à Mathieu Limousin, ingénieur agronome chez Vertal, que certains d'entre vous connaissent. Mathieu qui n'est pas hyper loin de moi. Mathieu, bonjour, je te laisse la parole pour mener ce webinaire comme il se doit avec tous nos amis. Merci encore à tous d'être fidèles à ce rendez-vous que nous allons faire perdurer au fil des mois suivants. Mathieu, à toi. Merci Franck. Donc effectivement, on est ensemble donc, pendant globalement 1 heure pour aborder un thème qui est vraiment important, qui prend vraiment de l'ampleur et notamment depuis 2-3 ans maintenant, qui est l'importance de la matière organique dans les sols, qui l'a toujours été, mais surtout l'obligation aujourd'hui de la faire progresser, de l'augmenter pour plein de bénéfices. Donc, le déroulé va être le suivant. Nous allons déjà revenir sur la notion d'importance de la matière organique dans le sol et notamment reprendre des choses évoquées par Olivier Husson il y a de ça 1 mois, pour ensuite partir un peu plus dans le détail concernant les matières organiques. Qu'appelle-t-on matière organique et quel rôle vont jouer ces matières organiques dans le sol? Pour ensuite aller sur une deuxième notion qui est la notion de bilan humique, très à la mode en ce moment. Il se dit beaucoup de choses sur le bilan humique, parfois vraies, parfois fausses. L'idée, c'est de faire un petit peu un état des lieux sur cette notion de bilan humique. De quoi s'agit-il? Quel objectif peut-on se fixer sérieusement? Et surtout, comment le calculer très facilement? Puisque certains vont vous dire qu'il faut acheter des logiciels qui coûtent très cher. Je vais juste vous montrer rapidement que chacun d'entre nous peut le calculer de façon aisée. Et ensuite, une fois que le constat est fait, c'est plutôt de terminer avec quelles sources disponibles chacun d'entre vous peut avoir pour avoir un bilan humique positif et quelle action mettre en place sur l'exploitation, sur votre exploitation respective ou les exploitations que vous êtes amenés à suivre. Le déroulé donc repart de ce que l'on a vu avec Olivier Husson qui donc traitait de la santé des plantes et une plante en bonne santé. Pas de plante en bonne santé sans sol minéralement équilibré. C'est un thème que nous reverrons prochainement. Et la deuxième chose, c'est qu'un sol avec un couple pH-EH stable, c'est-à-dire on avait vu ça ensemble, pH de 6,5 avec un potentiel redox de 250 à 300 millivolts est nécessaire pour garantir le maintien de la plante en bonne santé. Ainsi que des éléments facilement accessibles pour les racines des plantes et surtout une photosynthèse élevée. Aujourd'hui, le rendement photosynthétique des plantes est en moyenne compris entre 5 et 15% à ce jour. Donc, on peut au moins se fixer un objectif intéressant pour demain, c'est qu'on peut le faire fortement progresser. Sauf que Olivier Husson nous avait clairement énoncé le fait qu'avoir un couple pH-EH constant dans le sol est impossible. Il faut qu'on fasse une croix dessus, ce n'est pas possible. À l'inverse, nous devons avoir des sols capables de tamponner ces variations pH-EH. C'est l'objectif que nous devons tous avoir. Et comment? En augmentant la teneur en matière organique des sols et en la rendant la plus élevée possible, accompagnée d'une activité biologique intense et régulière. Ce sont les deux moyens, les deux actions que nous devons nous évertuer à maximiser au quotidien pour avoir des sols capables d'encaisser les variations que l'on connaît entre la période hivernale et la période estivale. Alors, avant de partir directement sur la matière organique, on va juste repositionner l'objectif qu'on a tous le droit d'avoir ou d'espérer tendre vers, c'est la composition d'un sol idéal. Un sol idéal est composé de la chose suivante, c'est-à-dire que 50% d'un sol est occupé soit par de l'eau, soit par de l'air. Et l'idée est d'avoir sur cette partie air-eau moitié-moitié. Sur les 50% restants, l'objectif aujourd'hui, là où très souvent nous sommes plutôt aux alentours de 44
à 43% de fraction minérale pour seulement 1 à 2% de matière organique. L'objectif est de faire progresser cette matière organique vers 5%. Alors pourquoi? C'est ce que nous allons voir ensemble. La matière organique du sol, de quoi s'agit-il? Eh bien, la première chose que nous devons tous retenir, c'est que la matière organique, c'est ce que l'on appelle chon. Nous avons tous appris ça ou lu ça, chacun d'entre nous. Quand on parle de matière organique, la matière organique, c'est quoi? C'est plus de 50% de carbone. Donc, parler de matière organique, c'est parler de carbone, accompagné d'oxygène, d'hydrogène et de seulement 4% d'azote. Et la deuxième idée très importante, c'est que dans un sol, il n'y a pas une matière organique, mais des matières organiques. Donc, habituons-nous à parler de matière organique au pluriel. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est que si on reprend l'évolution de la matière organique dans le sol, on repart de notre sol idéal, vous allez récupérer donc une grosse partie donc, de particules minérales qui va être compris entre quasiment 42-43% de parties minérales pour le reste en matière organique. Et dans cette matière organique, vous allez principalement retrouver de l'humus, chose très connue. Mais à côté de ça, il y a ce que l'on appelle une fraction active. Et cette fraction active, elle est composée de deux choses importantes, de la matière organique facilement décomposable, on va le voir par la suite, la nourriture disponible pour la vie microbienne des sols, et cette vie microbienne, c'est-à-dire les organismes vivants présents dans le sol. Et quand on parle d'organismes vivants, oui, on va parler des macro-organismes, mais surtout des micro-organismes. Et quand nous avons cité les champignons, les bactéries, nématodes, les protozoaires, les algues, les levures, nous avons quasiment cité l'ensemble. Alors, c'est bien de parler de matière organique au pluriel, mais à quoi sert-elle, cette matière organique? Cette matière organique, elle va nous permettre d'abord et avant tout d'assurer une activité biologique des sols. C'est-à-dire que cette matière organique, son premier rôle, c'est de fournir de l'énergie pour toute la vie microbienne et les macro-organismes du sol, qui, grâce à cette activité biologique, va rendre d'autres choses possibles, notamment une amélioration de la fertilité physique des sols, chose fondamentale. Trop souvent, quand je suis sur le terrain, on me parle de compaction des sols. Ce ne sont pas avec les outils, avec la ferraille, que nous allons y arriver. Nous pourrons au mieux le faire 2 fois par an, là où une vie microbienne est capable de le faire en permanence. Donc, gagner en stabilité structurale, une résistance à l'abattance. Là, je pense très fortement à nos sols très limoneux, qui, dès qu'ils vont récupérer des pluies un peu trop importantes, trop rapidement, vont se compacter en surface, induisant une perte de porosité et une rétention d'eau à la baisse. L'avantage, augmentons cette teneur en matière organique, nous allons activer plus fortement cette vie biologique pour un gain de fertilité physique. Et l'avantage, c'est que cette activité biologique va aussi faire une action de minéralisation et donc d'augmenter à la fois la taille du frigo disponible dans les sols, mais aussi la quantité, la facilité avec laquelle ces éléments minéraux vont pouvoir être disponibles pour les racines des plantes. Puisque, avant d'alimenter une plante, nous alimentons toute une chaîne microbienne dans les sols. Avec d'autres services forcément induits qui vont être des améliorations de la qualité d'air. On en parle de plus en plus. Le paradoxe aujourd'hui, nous avons trop de carbone dans l'atmosphère et pas suffisamment dans le sol. L'objectif, c'est d'amorcer un transfert de l'atmosphère vers le sol, permettant également une amélioration de la qualité de l'eau. Plus nous aurons des sols riches en matière organique, plus le sol aura ce pouvoir de filtre et donc d'éliminer la présence de polluants dans l'eau, ainsi que la qualité des cultures. Et ce sont des choses relativement bien documentées, puisqu'aujourd'hui, il y a pas mal de biblios disponibles entre la relation teneur en carbone organique des sols et la biomasse microbienne. Plus vous mettez de nourriture, plus vous avez de biomasse microbienne. La deuxième chose, c'est que plus la teneur en matière organique dans les sols augmente et plus la taille des agrégats et la stabilité de ces agrégats augmente. Plus vous avez de MO dans les sols, plus vous avez des sols stables avec un risque de compaction réduit. Et surtout, une vraie réponse à une problématique qui s'amplifie, qui est le manque d'eau pendant la période estivale, très forte dans le sud de la France, de plus en plus présente dans le centre de la France et qui commence à arriver un peu plus présent dans le nord.
Aujourd'hui, il faut que l'on s'apprenne à mieux stocker l'eau pendant la période hivernale pour être capable de mieux encaisser ces grosses périodes de stress qui se présentent sur les différentes parcelles de France. Comment faire? Augmenter la teneur en matière organique des sols va permettre d'augmenter la capacité, donc ce qu'on appelle la réserve utile des sols, et ce, quel que soit le type de sol. Tout le monde gagnera aujourd'hui à faire augmenter les taux de matière organique et limiter le recours à l'irrigation, ou du moins avec une irrigation de taille donnée, d'être capable de mieux assurer la couverture en eau des différentes cultures que chacun a. Une corrélation qui est toujours intéressante à rappeler, c'est que doubler son taux de matière organique, ce qui est relativement conséquent, je vous l'accorde, permet quand même de doubler la capacité donc, de réserve utile d'un sol. Et donc, juste pour finir sur le rôle de ces matières organiques, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'augmenter le taux de matière organique d'un sol, ce n'est pas physiquement et chimiquement que nous allons gagner dans un premier lieu, c'est sur la fertilité biologique, l'abondance des vers de terre, la biomasse microbienne, qui va nous rendre des services sur l'amélioration de la fertilité physique, une meilleure structure, une meilleure capacité de rétention en eau, et surtout des sols qui vont être capables de se réchauffer encore un peu plus rapidement sortis d'hiver. Couplé à une amélioration de la fertilité chimique, eh bien oui, plus j'ai de monde à travailler, plus par minéralisation, j'aurai une quantité importante d'éléments disponibles pour les racines de mes plantes pour assurer leur bonne nutrition, couplé avec une hausse de la taille de la CEC des sols. Et finalement, parler de matière organique au pluriel dans un sol, c'est revenir au cycle du carbone, je vous le disais en introduction. Et le meilleur moyen pour séquestrer du carbone dans le sol, c'est de travailler avec les plantes, puisque les plantes, par la photosynthèse, sont capables d'utiliser l'énergie lumineuse couplée à du CO2 pour former des sucres, qui, une fois récoltés, vont donner lieu à des résidus de culture, que ce soit les racines, on ne pense pas suffisamment aux restitutions via les racines, voire des résidus de culture, tiges, feuilles, accompagnés d'apports organiques en fonction des systèmes de chacun. Tout cela constitue un pool d'apport de matière organique au sol, enfoui superficiellement, c'est l'idéal, et qui, par l'activité de la flore du sol, va pouvoir être transformée. Alors, une partie très rapidement, toute la fraction rapidement digestible, qui va permettre d'assurer une minéralisation rapide donc, et d'assurer l'alimentation de cette flore du sol. Et ce qui va nous intéresser un peu plus particulièrement, toute la partie restante, beaucoup plus carbonée, qui va nous permettre à terme de former de l'humus et d'améliorer la stabilité structurale des sols en France. Qui arrivera un jour, sera à son tour minéralisé par la flore microbienne des sols pour restituer les éléments minéraux qu'elle contenait, pour les rendre assimilables par les plantes, pour assurer ensuite le développement et la croissance de nos plantes, et ainsi de suite. Maintenant, quand on parle de matière organique, c'est très bien, on a vu, le carbone, il est dans l'air, il faut le ramener dans le sol. Mais souvent revient la question, mais finalement dans un sol, quelle est la teneur en matière organique que l'on devrait avoir? C'est un sujet qui mérite véritablement d'être décortiqué. C'est-à-dire que quand on parle de matière organique, tout d'abord, on va commencer par la teneur en matière organique totale. Je vais être assez direct avec vous. En dessous de 2% de matière organique totale dans un sol, il va être compliqué de faire quelque chose durable dans le temps. Malheureusement, dès qu'on va vouloir ralentir la gâchette intrant, engrais notamment, malheureusement, ça va être au détriment très rapide de la productivité des cultures. Donc, visez déjà pour ceux qui ne le sont pas, 2% de matière organique, vous allez voir déjà des bénéfices rapides. Mais surtout, au-delà d'une teneur totale, qui est en fait une quantité présente dans un sol, c'est plutôt la composition de cette matière organique totale qui est très importante à regarder. Tout simplement parce que quand on parle de matière organique totale, il y a à l'intérieur de la matière organique libre. Elle sert à quoi? Nourrir la flore microbienne du sol. C'est la nourriture, c'est notre petit déjeuner, c'est notre dîner. Et la deuxième fraction, c'est la matière organique liée. Elle, à l'inverse, vous pouvez mettre le mot humus en face, c'est assurer la stabilité structurale du sol pour améliorer sa porosité. Et ces deux matières organiques, je dois les retrouver dans un sol avec des proportions qui sont les suivantes. Pour que mon sol puisse correctement fonctionner entre
bien alimenter la vie microbienne de mon sol et bien assurer la stabilité structurale de mon sol, il me faut 20% de matière organique libre pour 80% de matière organique liée. Donc demain, je peux être à 2% de matière organique dans un sol, ce qui peut paraître peu élevé. Si je respecte déjà ce ratio-là, c'est déjà une grande chance ou un atout non négligeable pour nous demain. La troisième idée est l'état de décomposition. C'est-à-dire que je peux être à 3% de matière organique totale dans un sol avec ma répartition 20% de matière organique libre pour 80% de matière organique liée. Et là, on se dit, bah, c'est super, je suis mieux que la moyenne. Oui, sauf que ceci sera vraiment optimal à condition que cette matière organique évolue dans le sol, elle se décompose. Il faut que la matière organique dans un sol soit dynamique. On n'est pas là pour avoir de la matière organique fossilisée. Ceci mène à la formation de tourbes, de charbon, de pétrole, et malheureusement, nous ne serons plus là pour l'utiliser. Et peut-être que ça sera même plus à la mode. Ce qu'il nous faut, c'est une matière organique qui soit dynamique et donc qui se décompose, processus d'humification suivi d'un processus de minéralisation. Et cette notion-là s'appréhende par la notion de rapport C/N, qui nous permet, en fonction des fractions, de bien s'assurer qu'il est normal d'avoir une fraction libre avec un rapport C/N plus élevé, beaucoup plus riche en carbone, qui va me fournir beaucoup d'énergie pour la vie du sol, et une matière organique liée, plus basse en rapport C/N, forcément plus avancée dans un processus de décomposition, d'humification pour former de l'humus de qualité. Sauf que c'est bien d'apporter ces trois notions-là, mais sans le comportement vivant d'un sol, c'est-à-dire la biomasse microbienne, tout cela n'est pas possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le maillon le plus important est d'avoir une biomasse microbienne qui puisse représenter, qui soit en adéquation même plus avec l'alimentation ou la nourriture disponible dans un sol. Avoir plein de bactéries, avoir plein de champignons dans un sol, plein de vers de terre, c'est très bien. Mais si vous n'avez pas la nourriture suffisante pour l'alimenter, malheureusement, vous allez à votre perte. Aujourd'hui, une biomasse microbienne, elle doit représenter entre 2 et 2,5% du carbone organique. Comment on le trouve? Eh bien, tout simplement parce que la matière organique, c'est le carbone organique multiplié par 1,72. Bref, pour le détail. Ce qu'il faut, c'est que la source d'énergie, c'est le carbone présent. Il faut que ma biomasse microbienne n'excède pas 2 à 2,5% de la quantité de carbone présent. Vous voyez, dans mon exemple, je suis à 3%, et là, j'ai clairement trop d'ouvriers, trop de salariés dans mon sol par rapport à la nourriture disponible. Ça ne tiendra pas. Et la deuxième chose, c'est bien le nombre d'ouvriers que nous venons de voir, mais ce qui est surtout important, c'est la compétence des ouvriers ou des salariés présents dans mon sol, leur capacité à utiliser et faire évoluer à la fois le carbone, qui va être tout simplement des formes peu évoluées de matière organique que l'on va vouloir faire évoluer, et des formes plutôt azotées que l'on va chercher à avoir une activité de minéralisation intense pour restituer tout simplement à la plante. Ces ouvriers-là, ce ne sont pas les mêmes. Sur la notion de décomposition, minéralisation du carbone, c'est surtout et avant tout les champignons qui vont agir, puisque seuls eux sont capables de dégrader la lignine. Contrairement à l'activité plutôt de minéralisation, ce sont surtout et avant tout les bactéries qui vont agir. Donc, je suis juste en train de vous apporter une idée supplémentaire qui est une biomasse microbienne très importante dans un sol. Ce n'est peut-être pas forcément l'idéal. Il faut qu'elle soit en corrélation ou en lien avec la nourriture disponible. Et la deuxième chose, c'est qu'il me faut des salariés ou une main-d'œuvre diversifiée, puisque tout le monde n'est pas capable ou n'a pas les mêmes compétences. Aujourd'hui, dans nos sols français, nous avons énormément de bactéries et malheureusement, trop souvent, très peu de champignons. Rééquilibrons ce ratio-là et vous verrez la décomposition des résidus de culture s'accélérer. Dans trop de sols français, nous avons de la matière organique qui dort. Donc, à retenir, la matière organique, c'est du carbone, oui, principalement, mais de l'azote. Sans azote, pas de matière organique. Plus il y en a dans le sol, meilleur c'est, à condition qu'elle soit dynamique et non pas inerte. Et sans vie biologique du sol intense, ce n'est pas possible. Et pour avancer efficacement sur ce volet, sans état des lieux, vous allez perdre du temps. Un état des lieux est indispensable pour identifier les facteurs limitants de votre sol et surtout les hiérarchiser.
C'est-à-dire que cette hiérarchisation va vous permettre de savoir quel est le facteur limitant numéro 1. Si aujourd'hui, je cherche à, par des stimulateurs de la vie du sol, multiplier ma biomasse microbienne, si je n'ai pas fourni la nourriture pour l'alimenter, nous perdons notre temps. Nous prenons les choses à l'envers. Apportons de la nourriture, développons la biomasse microbienne ensuite. Et donc, justement, de mettre en place ces actions dans un ordre adapté pour que le facteur limitant numéro 1 soit levé avant le numéro 2 et le numéro 3. Très souvent, on nous dit, pote, j'ai mis des activateurs de vie microbienne, pas vu de différence. Bah oui, si j'agis sur le numéro 2 et le numéro 3 et que le numéro 1 est toujours bloqué, c'est normal que vous ne voyez pas de différence. Voilà en ce qui concerne la matière organique. Retenez des matières organiques et ces matières organiques doivent être dynamiques dans le sol. Pour cela, importance, donc vie biologique boostée au niveau des sols. Deuxième chose, parce que le thème, c'est augmenter la teneur en matière organique dans les sols. Il y a un outil très simple. J'aurais à apprendre ça plus précisément et plus simplement à l'école. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, la preuve. C'est la notion de bilan humique. Et sincèrement, je peux vous garantir que c'est un outil qui va être votre allié pour assurer une hausse durable de la teneur en matière organique dans les sols. Pourquoi? Quand on parle de bilan humique, en fait, on va se focaliser sur les 90% de ce qui constitue la matière organique dans mon sol, l'humus. Sauf que l'humus, ce n'est pas un stock figé, c'est un stock dynamique, où je vais avoir tous les ans régulièrement des apports de matière organique fraîche qui, par la vie microbienne des sols, va se décomposer et donc ce qu'on appelle le processus d'humification et qui va me permettre de gagner en humus tous les ans. Malheureusement, mais c'est une très bonne chose pour les cultures, je vais conjointement avoir une activité de perte d'humus dans les sols par l'activité de minéralisation de cette matière organique. Donc le bilan humique, c'est ni plus ni moins de faire le solde entre mes gains d'humus annuels et mes pertes d'humus annuels. Quand on parle de matière organique fraîche, eh bien, c'est tout ce qui va être apporté au sol. D'abord, les fameux résidus de culture, les racines, à chaque fois, hormis sur des cultures pérennes. Tout ce qui va être tige et feuilles en fonction de ce qui est restitué. Les apports organiques qui peuvent être faits, et notamment chez des polyculteurs éleveurs qui ont des fumières et des fossalisiers plutôt bien remplis, plus des apports exogènes par des composts, des BRF, en fonction de ce que chacun peut avoir à proximité de chez soi. C'est ce qu'on va appeler la ration du sol. Cette notion de gain d'humus, alors si vous ouvrez des bouquins sur les bilans humiques, on va vous parler de coefficient isohumique, on va vous parler de K1, de K2. Si vous voulez bien, tout ça, je vais le passer sous silence. Tout simplement parce qu'on peut faire un peu plus simple que ça. Forcément, si on simplifie, on est un peu moins précis, mais l'idée, c'est de savoir où on en est, chacun d'entre nous, sur les exploitations, soit les vôtres, soit sur celles où on peut intervenir. Et surtout, une chose importante, qui est que tous les sols de France perdent de l'humus tous les ans par cette activité de minéralisation, malheureusement de façon un peu plus importante sur les sols sableux comparativement à des sols argileux, et ce d'autant plus que je vais travailler intensément mon sol comparativement à des systèmes plutôt de semi-direct. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut dès demain matin passer en semi-direct. Ce que je veux simplement vous faire passer comme message, c'est que plus je vais travailler mon sol et plus je vais accentuer ces pertes d'humus par minéralisation. Maintenant, on parle souvent du labour en décriant le labour. Oui, il perturbe l'organisation du sol, mais 10 passages de déchômeurs ou 10 passages de herse rotative n'est pas véritablement mieux qu'un passage de labour correctement fait. Et surtout, un sol se travaille en fonction de là où il se trouve. Un sol avec une faible stabilité structurale, le semi-direct, ce n'est pas pour demain matin. Le bilan humique, donc on va finir en disant que le problème actuel, c'est que nos bilans humiques sont trop souvent négatifs. Je perds plus d'humus chaque année que j'en gagne. Plus d'humification que de minéralisation engendre baisse de la teneur en matière organique dans les sols. Et ce n'est pas Mathieu Limousin qui l'invente. Regardez aujourd'hui le nombre de rapports et d'études qui sortent en disant les taux de matière organique en France sont en moyenne clairement à la baisse. La principale conséquence, c'est qu'on a des sols de moins en moins stables. Il suffit juste des fois de prendre des mottes de terre et de les mettre dans l'eau et de voir que rapidement, au bout de 5 minutes,
Ça ressemble plus à une motte de terre, mais à un tas de sable. La deuxième chose, c'est qu'on perd de la fertilité et donc on se rend encore de plus en plus dépendant aux intrants. L'idée, c'est pas de dire demain je fais sans intrants. L'idée demain, c'est de dire plus mes sols seront fertiles, plus ce besoin sera fait de façon modérée, tempérée et économiquement bien intéressant bien pour l'agriculteur. Avec une source d'émission de CO2 limitée, et ça c'est le véritable enjeu aujourd'hui, puisque les émissions de CO2, on pointe souvent du doigt les fameuses vaches qui pètent, qui rotent. Eh ben, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on envoie bien plus de CO2 ou de NOx dans le sol par le biais de travail abusif du sol, par l'usage d'engrais et ainsi de suite. L'idée est plutôt de se dire, améliorons justement le bilan humique de nos sols pour gagner plus d'humus que l'on en perd, pour augmenter nos teneurs en matière organique et avancer justement dans une utilisation de plus en plus efficace des intrants qui peuvent être encore utilisés, et notamment l'azote, qui reste un point toujours un peu plus délicat à réduire. Quand on parle de bilan humique, quel objectif se fixer? Eh bien, je vous fixe un objectif, ce n'est pas moi qui le fixe, une personne qui s'appelle Sébastien Roumégus, que vous avez peut-être pour certains d'entre vous croisé à Cap Agroéco, qui travaille pour le compte du CDA, a, je trouve, fait un excellent travail dessus et a fixé un objectif en disant, eh bien, restituer au sol 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an de résidus divers, avec un rapport C/N équilibré, est un objectif que l'on devrait tous se fixer. Maintenant, quand on se fixe un objectif, c'est comme tout, il faut savoir tout simplement où on est par rapport à cet objectif fixé. La première chose, c'est que si vous voulez augmenter en humus dans vos sols, ce ne sera pas avec des engrais verts. Les engrais verts sont riches en sucre, sont riches en cellulose et malheureusement vont certes servir de nourriture pour la vie du sol, mais ne permettront pas de fournir de l'humus. Pour fournir de l'humus, il faut fournir de la lignine à nos sols. La deuxième chose, c'est que quand on fait ce calcul de bilan humique, dans cette matière sèche, il faut tout simplement, certes, intégrer la partie aérienne, mais surtout toute la partie souterraine, racinaire, que l'on ne voit pas, mais qui est ô combien importante et d'autant plus que nos sols sont poreux. Donc, matière sèche, c'est biomasse aérienne et biomasse racinaire. Et la deuxième chose, c'est qu'il va falloir poser des postulats pour pouvoir très facilement calculer ce bilan humique. La première chose, ça va être de calculer tout ce qu'on en apporte sur un sol. La première chose, notamment, qui va nous venir à l'esprit, c'est les fumiers, les lisiers, les apports de compost. On va partir d'un postulat en disant, on va convenir ensemble qu'un fumier fait en moyenne 30% de matière sèche, les lisiers plutôt 5% de matière sèche et les composts généralement entre 65 et 80% de matière sèche. Et l'apport de matériel végétal par les couverts et les cultures de vente que l'on va également raisonner en matière sèche. On va comptabiliser toute la partie feuilles, tiges, si elle est restituée. Je pense notamment au céréales à paille. Pour ceux qui restituent la paille, c'est le rendement paille que l'on va tout simplement intégrer, sans oublier le rendement, les restitutions racinaires, où on va partir du postulat que la quantité de paille produite par la culture équivaut à la quantité de racines présentes dans le sol. La fameuse règle des 50-50 de Sébastien Roumégus. Et vous allez me dire, bah oui, mais c'est super ça, mais moi je ne sais pas toujours le rendement paille de mes cultures. Pour ceux qui ne le savent pas forcément toujours, il y a des abacs qui ont été formulés, que vous retrouverez sur le site de Vers de Terre Production également, qui permet, en fonction du type de culture, si je suis sur des plantes vertes tendres ou des plantes plutôt ligneuses et rigides, en fonction de la hauteur de la végétation et de son niveau de densité, d'approximer en fait le tonnage en matière sèche restitué à l'hectare sur la partie aérienne. Et donc toujours, si je suis par exemple dans une parcelle de févrole qui a été moissonnée avec restitution de la paille de févrole au champ, je vais être plutôt dans des plantes ligneuses et rigides avec une hauteur de végétation qui va facilement être aux alentours du mètre, avec des densités pas toujours élevées. Je vais me trouver autour de 5 tonnes de matière sèche par exemple. Et donc ça, c'est mon rendement paille, mon rendement restitution racinaire équivaudra également à 5 tonnes de matière sèche.
Et rien de tel qu'un exemple. Alors, je vous ai préparé 2 exemples qui ne sont que des exemples, qui forcément ne répondront pas à tous les cas particuliers que vous pouvez avoir. Ça, là-dessus, je reste à votre disposition pour y répondre. Mais je vais prendre le cas d'un éleveur avec une rotation relativement classique. J'ai joué dans les classiques, avec une rotation sur 3 ans, avec en année 1 un colza, en année 2 un blé tendre, et en année 3 une dérobée de 6 mois qui sera récoltée, suivie d'un maïs en silage. Comment concrètement je le calcule? Eh bien, de la manière suivante. Je prends en année 1 apport de fumier de bovin. Dans ce cas-là, 15 tonnes de fumier de bovin apporté à l'hectare à 30% de matière sèche, ce que l'on a posé comme postulat tout à l'heure, me permet eh bien, tout simplement une restitution de 4,5 tonnes de matière sèche à l'hectare. Dans le cas où il n'en est pas fait, je suis à 0. La paille, le colza est récolté, les pailles de colza sont restituées. J'ai l'équivalent d'un rendement, j'ai fait un rendement de l'ordre de 35 quintaux à l'hectare, soit 3,5 tonnes à l'hectare, à raison d'1,3 tonnes de paille par tonne de grains produits. Ça me donne à peu près 4,6 tonnes de matière sèche de paille restituée à l'hectare. On a dit tout à l'heure, rendement paille égale rendement racine, donc je reporte mes 4,6 tonnes de matière sèche en restitution racinaire. Plus éventuellement derrière, avant de repartir sur la céréale, de plus en plus, on voit des tentatives d'implantation de couvert végétal que je ne peux qu'encourager, avec une restitution qui va être comprise des fois entre de l'ordre de 1, 2 à 3 tonnes de matière sèche à l'hectare. Ce qui fait que si je cumule l'ensemble sur ma culture de colza, je vais arriver à des restitutions qui, dans la moyenne basse, va être de l'ordre de 4,6 tonnes de matière sèche restituée à l'hectare. Dans la moyenne haute, où je peux cumuler mon effet fumier, mon effet restitution de paille, racine et couvert, à 16,7 tonnes de matière sèche à l'hectare. Vous voyez que par rapport à l'objectif des 20 tonnes, on s'en rapproche relativement, de façon relativement importante. Si je poursuis avec le blé tendre, je reprends exactement la même logique avec mon apport de fumier, des restitutions de paille qui sont faites ou non faites en fonction des cas. Donc, il va aller de 0 si, très souvent chez les éleveurs, la paille est récoltée, bottelée pour être utilisée pour le paillage des animaux. Dans le cas où elle peut être restituée, c'est 5,6 tonnes de restitution supplémentaire. De toute façon, au minimum, nous aurons 5,6 tonnes de restitution racinaire, plus toujours possibilité d'avoir le couvert végétal qui vient derrière. Si je fais le cumul, je vais arriver dans ma moyenne basse à 5,6 tonnes de restitution et dans la moyenne haute, 18,7. Et pour l'année 3, dans le cas où j'ai cumulé ma dérobée de 6 mois et le maïs en silage, un apport de fumier de l'ordre de 25 tonnes, parce que j'en mettrai un peu avant dérobée et un peu avant maïs. Donc, je vais arriver sur des niveaux de restitution de 7,5 tonnes pour un apport à 25 tonnes à 30%. Restitution de paille de la dérobée, très souvent 0, puisqu'en fait, on va le récolter pour le fourrage pour alimenter les animaux. Mais j'aurai de toute façon la restitution racinaire de mes fameux 6 tonnes. Et restitution des pailles, oui ou non, de mon maïs grain. Plus les restitutions racinaires, je vais arriver à des restitutions possibles, minimales de 12,4 tonnes, maximales de 32,3 tonnes. Donc, quand on dit que le maïs n'est pas du tout une plante qu'il faut privilégier pour demain, sincèrement, en termes de fixation de carbone de l'atmosphère vers le sol, c'est quand même plutôt intéressant. Ce qui fait que si je fais une moyenne lissée sur les 3 ans, eh bien, je vais me retrouver sur ma moyenne basse à 7,5 tonnes de restitution de matière sèche à l'hectare et par an, et sur la moyenne haute de 22,6 tonnes de matière sèche à l'hectare et par an. Et vous voyez que l'objectif des fameux 20 tonnes peut être atteint dans ce cas de figure-là. Donc l'idée, c'est, pour ceux qui nous suivent et qui sont éleveurs, faites ce calcul-là. Sincèrement, avec de l'entraînement, il faut 10 minutes pour pouvoir le faire. C'est moins onéreux en plus qu'un logiciel qu'il faut souvent débourser entre 600 et 700 euros pour avoir des calculs très précis qu'on ne sait même pas interpréter. Je vous invite vraiment à utiliser cet outil simple pour déjà savoir où est-ce que vous êtes. Et on peut faire la même chose dans le cas d'une exploitation céréalière, où je vais reprendre mon exemple du fameux colza. Ce qui va pouvoir changer, c'est apport ou non donc d'apport organique. Très souvent, les effluents d'élevage, on ne va pas forcément toujours les retrouver.
souvent des apports de compost qui peuvent être récupérés ou achetés. Sauf que vous voyez bien que le niveau de restitution comparativement à des fumiers de bovins ou caprins ou ovins ne va pas du tout permettre le même niveau de restitution. Donc, croire que les composts vont tout sauver, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Restitution de paille, vous les retrouvez comme tout à l'heure, restitution racinaire et couvert végétal. Et vous voyez bien que par rapport à la ce qu'un éleveur est capable de faire, eh bien, tout simplement par des moindres restitutions permises par les composts, vous êtes sur des niveaux de restitution annuels clairement un peu plus faibles. Idem pour le blé, où en cumulant tous les effets, vous allez pouvoir arriver sur la moyenne basse à 5,6 tonnes contre 15,3 sur la moyenne haute, ce qui montre quand même qu'on a une capacité à faire quasiment les 3/4 de l'objectif que l'on souhaite se fixer. Et souvent, on voit des rotations colza, blé et une seconde paille avec de l'orge, où on va avoir des niveaux de restitution similaires entre le blé et l'orge, ce qui fait que lissé sur 3 ans, vous allez vous retrouver avec des niveaux de restitution dans la moyenne basse où on exporte tout au maximum 5,3 tonnes. Et là, clairement, on est clairement sur un bilan humique très négatif. Et donc là, clairement, ne vous attendez pas à voir vos taux de matière organique monter. À l'inverse de si on cumule tous les effets que l'on peut, et on peut les activer encore plus fortement, on va le voir ensuite, arriver déjà à une moyenne de l'ordre de quasiment 15 tonnes de restitution en matière sèche à l'hectare et par an. Voilà en ce qui concerne le bilan humique, qui volontairement est simplifié pour être accessible à tous et surtout en faire un vrai outil d'accompagnement sur le terrain pour maintenant arriver sur, une fois qu'on a notre résultat, est-ce que je suis à 11, est-ce que je suis à 12, à 15, à 18, à 20, à 22 pour certains? Quelles sont justement les sources de matière organique qui peuvent être disponibles aujourd'hui sur mon exploitation ou sur une exploitation et que je vais véritablement pouvoir utiliser? Alors évidemment, je ne peux que mettre en avant les effluents d'élevage. Les effluents d'élevage, c'est une véritable mine d'or. Et dans un effluent d'élevage, en fait, il y a quoi? Il y a des déjections animales, matière fécale, urine, plus de la litière en quantité plus ou moins importante. Moins il y a de litière, plus je suis sur des lisiers, plus il y a de la litière, plus je suis sur des fumiers. Alors évidemment, quand on parle d'effluents d'élevage, souvent les yeux se froncent un petit peu, puisque dans les effluents d'élevage, il y a une diversité possible, tout simplement liée à la présence plus ou moins forte de litière et surtout aux différentes espèces animales que l'on peut avoir. Maintenant, on va simplifier, c'est-à-dire que dans un effluent d'élevage, qu'y a-t-il? Je vous rassure, ce n'est pas un scoop, principalement de l'eau. Alors là, je me mets à la place des éleveurs qui vont tout simplement rouler un nombre de tonnes à lisier important tous les ans ou des pendeurs et qui vont se dire, donc en gros, il est en train de me dire, Mathieu, que je suis en train de rouler principalement de l'eau. Oui. D'où le fait de les utiliser à bon escient. Donc, c'est principalement de l'eau, entre 50 et 95%. 50, dans le cas de fumier de volaille, je vais me retrouver aux alentours de 50% de matière sèche, donc 50% d'eau, et 95% d'eau dans le cas des lisiers. Le reste, c'est quoi? De la matière sèche. Et cette matière sèche, c'est justement la mine d'or. Puisqu'à l'intérieur de cette matière sèche, je vais avoir deux parties. La première partie de la matière minérale, dans laquelle je vais retrouver du phosphore, du potassium, du calcium, du magnésium, de l'azote ammoniacal. Ces éléments-là, l'avantage, c'est qu'une fois l'effluent épandu sur le sol, ces éléments sont quasiment, pour une très grosse partie d'entre eux, directement assimilables par les racines de la plante. À l'inverse de l'autre partie, la partie matière organique qui contient principalement du carbone, un peu d'hydrogène, de l'oxygène et surtout de l'azote organique et du soufre organique. J'insiste dessus puisque ces deux éléments, comme ils sont reliés au carbone, sont non lessivables. Et ça, c'est très intéressant, notamment quand on doit passer la période hivernale. Plus je suis sur des effluents type fumier, plus la part d'azote et de soufre organique est important. Alors, soufre, je ne peux que vous inviter à demander, quand vous les faites analyser, de cocher soufre. Oui, ça coûte 15 € de plus. Et alors, vous achetez tous de l'azote soufré. Donc, faites doser le soufre, vous verrez la quantité qu'il y a dans les effluents d'élevage. C'est important. Sauf que, malheureusement,
Un effluent, pour restituer ce qu'il contient, il doit se décomposer. Et pour se décomposer, il a besoin d'évoluer en aérobie, ce qui n'est pas du tout le cas naturel d'un effluent d'élevage. Donc, il faut l'aider. Ça, nous y reviendrons. Et je peux que vous inviter à aller sur notre plateforme de formation où ce sujet est repris en long, en large et en travers. Sauf que la restitution va être surtout fonction du fameux rapport C sur N. Plus le rapport C sur N est bas, plus la restitution est rapide et malheureusement va avoir surtout un rôle de nourrir la vie du sol. Vous allez me dire, c'est déjà énorme. Oui, c'est vrai, mais nous, on veut aussi monter notre teneur en humus. Donc, clairement, le rapport C sur N va être quelque chose d'important à regarder puisque s'il est bas, il aura clairement plutôt un rôle fertilisant. Plus il sera haut, plus il aura un rôle amendant et donc fournisseur d'humus. Pour notamment ceux qui peuvent être notamment utilisateurs ou équipés d'une unité de méthanisation, je suis désolé de vous dire que malheureusement, vous êtes là et non pas ici, puisque la méthanisation est un processus qui, par anaérobie, vise à produire des gaz, CH4 principalement. Donc, c'est du carbone qui s'en va sous forme gazeuse pour produire de l'électricité ou injecter directement dans les canalisations de gaz. Et c'est du carbone en moins pour les sols. Une autre manière de s'en convaincre, c'est que les effluents d'élevage, il n'y en a pas un pareil. Tout simplement, et leur vitesse de restitution au sol va être fonction de leur fameux rapport C sur N. Je ne vous demande pas de me croire, juste vérifiez-le par vous-même. Si je suis dans le cas d'un fumier de bovin, et là, c'est notamment le pourcentage de l'azote qui va être disponible la première année, la deuxième année et la troisième année, vous voyez bien que j'en ai seulement 10% disponible la première année, 30% la seconde, première, seconde, et les 60% restants plutôt deuxième, troisième année. Donc, vous voyez bien que ça réagit lentement, et notamment, pourquoi? Parce que j'ai un rapport C sur N relativement élevé. À l'inverse, si je passe non pas sur un fumier, mais un lisier de bovin, la première, immédiatement, 40% de l'azote contenu dans ce lisier est disponible, 30% en fin de première, début d'année, première année, deuxième année, et les 30% restants pour la deuxième et troisième année. La grosse différence entre ces deux effluents, pourtant ils proviennent tous les deux d'ateliers bovins, c'est le fameux rapport C sur N qui est 2 fois moins important sur le lisier, puisque tout simplement, moins de lithyermie. Pour aller à l'extrême jusqu'au lisier de porc, qui a l'avantage d'être un excellent fertilisant, il restitue très très vite. Pourquoi? Parce que le rapport C sur N est très bas. Maintenant, plus le rapport C sur N est bas, moins il fournit d'humus. Donc sur les effluents d'élevage, c'est un sujet on pourrait ensemble passer 2 heures sur ce sujet-là. Il y a quelques idées très importantes que je vous demande de retenir, c'est que si vous avez des effluents d'élevage, je veux que vous ayez en tête que c'est une mine d'or. On vous dit que ça pue, vos voisins râlent quand vous les épandez, il y a peut-être juste une notion de décomposition à régler pour qu'ils soient beaucoup moins odorants. Je vous rassure, ça c'est un détail et on peut vous aider là-dessus. Par contre, face à la variabilité de la composition des effluents, vous ne pouvez pas faire autrement que de les analyser. Je suis incapable de savoir à distance la valeur de vos effluents d'élevage. Faites-les analyser pour les connaître, puisqu'en fonction des résultats que vous allez pouvoir obtenir de ces analyses, vous allez pouvoir appréhender leur vitesse de restitution et notamment leur capacité à fournir de l'humus. Attendre du lisier la capacité à fournir de l'humus, vous allez attendre très longtemps. Et donc, si on les connaît, on peut correctement les utiliser. C'est ça qui est vraiment important. C'est-à-dire que je sais que beaucoup d'entre vous font des plans d'épandage. Je suis désolé de dire que malheureusement, sur le terrain, ça ne nous sert quasiment jamais. C'est purement un document réglementaire. Je sais qu'il faut le faire. Maintenant, ce que je veux, c'est plutôt techniquement, faites-les analyser. Vous saurez ce qu'il y a dedans et comme ça, on pourra efficacement les utiliser. Et 2 règles d'or. Ça, c'est vraiment cadeau. C'est bientôt les fêtes de fin d'année. Eh bien, je vais vous faire mon cadeau tout de suite. C'est-à-dire que les effluents d'élevage comme les composts, c'est préférer un apport régulier et moindre à un apport massif tous les 3 ans. Trop souvent, j'entends « Ah ben, je mets tout avant maïs parce qu'il faut que ça crache ». Je vous ai montré que ça restitue malheureusement principalement en 2e et 3e année qui suit l'épandage. Apportez-en régulièrement, vous verrez que la notion de restitution sera régulière et complète. Et la dose à épandre, elle est à déterminer en fonction de la quantité d'effluents d'élevage que vous avez, divisé par le nombre d'hectares épandables.
après dans la limite de la réglementation sur les unités d'azote. Voilà pour les effluents d'élevage. C'est vraiment la mine d'or et ceux qui en ont, vous êtes clairement avantagés par rapport à ceux qui n'en ont pas. Maintenant, quand on n'en a pas, eh bien, il y a d'autres moyens aussi. Les fameux résidus de culture. Maintenant, tous les résidus de culture ne se valent pas. La première chose que je vous ai dit, c'est que résidus de culture, c'est biomasse aérienne, mais aussi biomasse racinaire. Et si vous voulez savoir la restitution des racines, eh bien, ça équivaut à votre rendement en paille, c'est-à-dire qui comprend la partie tige et feuilles. Cependant, en fonction de ce que vous allez restituer, la capacité à former de l'humus va être différente. Eh bien, tout simplement, plus vous êtes sur des restitutions de cultures riches en azote, riches en azote, vous aurez des rapports C/N plus bas, normal, et donc une capacité à former de l'humus moindre, comparativement à des notions de résidus de culture type fan de maïs, paille de blé, paille de seigle, paille d'avoine et ainsi de suite, qui vont être bien tout simplement beaucoup moins pourvus en azote, mais surtout très fortement pourvus en carbone, avec une très forte capacité de production d'humus. Certes, il va falloir aussi être vigilant à apporter l'azote par les légumineuses en face pour que le processus de décomposition se déroule correctement. Et enfin, les couverts végétaux. Eh bien oui, les couverts végétaux, ça vous a été très mal vendu. Ça, clairement, on n'aurait jamais dû l'apporter sous le voie de l'obligation, du réglementaire, mais clairement comme un outil en or dans la caisse à outils de tout cultivateur. Même les jardiniers devraient en faire. C'est vous dire. Les couverts végétaux, leur rôle, c'est couvrir le sol pour limiter les pertes en éléments minéraux. C'est le rôle d'un couvert végétal. Donc, couvrir le sol. Après, je le récolte ou je restitue, ça, c'est une autre question. Donc, les couverts végétaux, je ne peux que vous inviter à en faire. Olivier Husson vous l'a dit, le pire oxydant du soleil, le pire oxydant d'un sol, ce sont les UV du soleil. Donc, mettez des parasols, mettez des couverts végétaux, mettez des cultures en place en permanence. Maintenant, quelles espèces choisir? Eh bien, ça, il n'y a pas de recette et je ne vous donnerai pas de recette aujourd'hui puisque ça serait beaucoup trop hasardeux pour moi de le faire, puisque les choix, il va falloir le faire en fonction de la rotation de chacun d'entre vous et des besoins de votre sol. Les fameuses analyses que je vous ai montrées au tout début, teneur en matière organique, le fractionnement, l'état de décomposition et ainsi de suite. Ça, ce sont des choses que l'on peut vous proposer. Il y a aujourd'hui de plus en plus de labos qui proposent bien, ce type de prestations. Alors oui, ça coûte plus cher qu'une analyse physico-chimique. Faites-en moins, faites-en des complètes, vous avancerez sérieusement. Et avec ça, vous pourrez aller jusqu'à choisir les bons couverts qu'il vous faut en fonction, bien, tout simplement des besoins de votre sol. Maintenant, un couvert végétal, il doit être au maximum composé de crucifères, de légumineuses et de graminées. Ça, c'est un couvert efficace. Et en fonction de la rotation, en fonction de ce que l'on a déjà fortement dans la rotation, bien, tout ce qui va être très fortement présent, on va le limiter en termes de présence dans les couverts végétaux, de façon à avoir quelque chose d'équilibré. La deuxième chose, c'est qu'en fonction du moment où vous allez le détruire, l'impact sur la capacité à augmenter la teneur en matière organique va être différent. En gros, plus vous les détruisez jeunes, plus vous les détruisez verts, moins ils fourniront d'humus. À l'inverse, plus vous les détruisez à maturité et plus la capacité à fournir de l'humus demain sera importante. Donc ça, c'est hyper important. Si votre volonté, c'est vraiment, parce que vous n'avez pas d'effluents d'élevage, cette volonté d'augmenter les restitutions, les détruire verts, malheureusement, ne va pas forcément vous permettre d'atteindre cet objectif-là. Par contre, vous allez avoir une vie microbienne vraiment dopée. Sauf que tout ça, c'est bien, mais si je produis 0,25 tonnes de matière sèche de couvert végétal à l'hectare, je vous rassure, vous n'allez pas changer grand-chose. Donc, tout ça n'est possible qu'à condition d'avoir des couverts végétaux très productifs. Donc, souvent, j'entends dire, faire un couvert végétal, c'est pas tout, c'est de le réussir. Oui, et le réussir en termes de productivité, puisque quand vous aurez choisi le bon couvert détruit au bon moment et qui aura produit beaucoup de biomasse, là, vous gagnerez vraiment de façon très importante. Et donc, l'intérêt du couvert végétal, oui, ça va pouvoir être sur des coûts compris entre 45 jusqu'à 80-85 € de l'hectare en fonction du niveau que l'on souhaite adopter. Eh bien, prenez-le vraiment comme un investissement demain. Prenez-le aussi comme un outil que l'on a le droit d'utiliser de façon progressive et étape par étape,
avec aussi une capacité à le personnaliser en fonction des besoins de chacun. C'est vraiment un outil très, très, très intéressant et qui va vous permettre de fixer intensément du carbone dans le sol. Alors forcément que maintenant qu'on a vu, il peut y avoir des effluents d'élevage, il peut y avoir des composts, il peut y avoir des couverts, il peut y avoir des résidus de culture. Comment choisir les bonnes sources de matière organique dans un sol? Eh bien, tout simplement de la façon suivante. En actionnant au maximum tous les leviers disponibles. Aujourd'hui, sur une exploitation agricole, on doit tout actionner. Les résidus de culture, dès que c'est possible, au maximum. Alors là, je vais m'adresser à ceux qui font plutôt de la culture que de la culture. Quand je vois encore les tonnes de paille partir de vos champs, c'est dans vos champs qu'ils doivent rester. C'est des quantités de carbone immenses qui s'en vont. Alors, je sais que vous allez récupérer de l'argent par la vente momentanément de cette paille, mais sincèrement, vous perdez juste lors de votre sol ce carbone. Laissez-le dans vos sols, vous allez gagner 2 fois la mise demain. Les effluents d'élevage, pour ceux qui en ont, ou par des systèmes d'échange paille-fumier, il y a plein de choses cohérentes aussi à construire. Les couverts végétaux et la photosynthèse. La photosynthèse, je laisserai ma collègue Margot en parler plus largement la fois prochaine. Mais la photosynthèse, aujourd'hui, je vous ai dit, on a un rendement compris entre 5 et 15% seulement du rendement max. Faisons progresser ça. La photosynthèse est un des meilleurs leviers pour faire rentrer le maximum de carbone dans le sol qui va doper la vie du sol. Maintenant, ce recours-là, donc vous ajustez les 4 manettes. Maintenant, est-ce qu'il faut que je pousse à 10, à 50, à 100%? Eh bien, ce recours, il va être ajusté en fonction de 2 choses. 1, le résultat du fameux bilan humique que je vous invite à faire chez vous par rapport à l'objectif des 20 tonnes de matière sèche que l'on doit essayer de restituer au maximum à l'hectare et par an. Et surtout en fonction de la répartition des matières organiques présentes dans le sol, les fameux 20-80, 20 de nourriture, 80 de structure. Ça, c'est important. Et concrètement, on va prendre un cas concret. Demain, vous avez fait des analyses de sol avec un choix d'analyse qui vous permet d'aller un peu plus finement dans ce qui se passe réellement dans le sol de la parcelle que vous avez choisie. Et le résultat montre que vous avez 2% de matière organique totale dans le sol, ce qui est intéressant. Mais clairement, il faut qu'on le fasse fructifier, avec un rapport C/N de 9,5. Vous allez avoir derrière une proportion qui va tourner entre 15% de matière organique libre pour 85% de matière organique liée. Donc, en gros, il nous manque de la matière organique libre, il nous manque de la nourriture pour la vie du sol. Donc, le plan d'action à actionner va être le suivant, et ça, là-dessus, on peut vous aider, d'actionner au maximum les couverts végétaux mixtes, donc c'est-à-dire crucifères, légumineuses, graminées, détruits, verts. L'avantage dans les détruits en verre, c'est que là, vous allez rapporter rapidement de la nourriture disponible pour cette vie du sol. Pour ceux qui en ont, effluents d'élevage et surtout, avant tout, ceux avec un faible rapport C/N, notamment tous les lisiers, les fumiers mous, ceux qui vont réagir rapidement, et bien tout simplement au niveau du sol. Et enfin, forcément, toujours en 3, restituer des résidus de culture dès que possible, au maximum. Ça, je ne pourrai jamais vous dire stop. Restituer, tout en restant cohérent par rapport aux besoins ou aux contraintes sur chacune de votre exploitation. Forcément qu'un éleveur aura plus de contraintes qu'une exploitation purement céréalière. Bah oui, il faut alimenter les animaux. À l'inverse, vous vous trouvez plutôt dans un cas qui est toujours ces 2% de matière organique, mais plutôt avec un rapport C/N plus élevé, ce qui va être signe d'une répartition plutôt 25% de matière organique libre pour 75% de matière organique liée. Et là, à l'inverse, je suis plutôt dans un manque de matière organique liée, donc un manque de matière organique, d'humus qui va me servir à tenir la structure de mon sol. Là, dans ce cas de figure, accentuer plutôt les choses, restituer les résidus de culture maximum, ça, je ne peux que vous inviter à restituer des pailles type colza, céréales, fan de maïs, vous allez restituer des quantités de carbone importantes, relayées par des couverts végétaux assez riches en légumineuses pour rapporter de l'azote. Et également des couverts végétaux que l'on va pouvoir détruire plus à maturité pour avoir des rapports C/N un peu plus élevés. Et en 3, vous retrouvez aussi les fameux effluents d'élevage ou compost ou sources exogènes d'une exploitation avec un rapport C/N assez élevé, par contre pas au-delà de 15, sinon vous risquez les phénomènes de fin d'azote. Voilà, donc retenez, vous avez 4 leviers, les effluents, les couverts, les résidus et la photosynthèse. L'idée, c'est de les activer tous les 4 avec la proportion adaptée en fonction de l'état des lieux qui aura été fait.
Et donc, on va arriver à la conclusion qui va être que il faut aujourd'hui, on a tous à relever ce challenge-là. Il en va du réchauffement climatique qui est malheureusement inévitable. La limite, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculture a vraiment la capacité à séquestrer du carbone qui est en excès dans l'atmosphère pour le remettre dans le sol. Le végétal, via la photosynthèse, est l'outil par excellence pour le faire. Des fois, nous n'avons pas d'outils pour... Les choses sont irréversibles. Là, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, je ne dirais pas que les choses sont réversibles, mais elles sont atténuables et c'est le végétal qui va le faire. Il nous faut des restitutions nettement supérieures aux pertes annuelles, donc il nous faut retrouver des bilans humiques positifs et ce, très rapidement. Sauf que faire ça, c'est très bien. Sans la biomasse microbienne, c'est impossible. Donc, il faut mettre en face de ces restitutions une vie du sol active, avec un effectif qui est cohérent avec la quantité de matière organique libre disponible. C'est comme dans une salle de cinéma, aujourd'hui, s'il y a 100 places, il y a 100 personnes qui rentrent. Eh bien, dans un sol, c'est exactement pareil. On a le nombre de salariés en adéquation avec la nourriture disponible, sinon il va y avoir famine. La deuxième chose, j'entends souvent des gens spécialisés plutôt dans le TCS, voire semi-direct, dire de toute façon, la clé pour demain, c'est restituer, restituer, restituer. Oui, sauf que si vous n'avez pas une flore microbienne diversifiée, c'est-à-dire champignons et bactéries, ça ne fonctionnera pas. Et aujourd'hui, malheureusement, je suis désolé de vous redire qu'on a malheureusement un rapport champignon sur bactéries qui est totalement dégradé, malheureusement trop fortement bactérien et pas assez fongique. Et surtout, une vie microbienne qui n'est pas au chômage, qui travaille et qui travaille tous les jours, qui est active. Donc, concrètement, c'est bien de restituer, mais le sol doit permettre l'activité des champignons et des bactéries. Et donc, pour finir, on veut plus de matière organique dans les sols, mais surtout, cette matière organique, elle doit être circulante, elle doit être dynamique pour gagner en fertilité biologique, chimique et physique. Quand je vous dis que vous avez gros à gagner avec ça, ce n'est vraiment pas pour rire. Pour gagner derrière cette capacité de tamponnage des variations de pH redox pour avoir des plantes mieux alimentées, plus productives, sans hausse d'intrants, c'est l'enjeu aussi. Une plante qui est mieux armée pour encaisser les stress. On est souvent en train de dire, mince, il y a stress, il faut que je réagisse. Donnez-lui les moyens d'être capable de s'auto-défendre de plus en plus toute seule. Et surtout, la bonne nouvelle, pour une fois qu'il y a une chose qui est vraiment très intéressante et qui va dans le sens des agriculteurs, c'est que clairement, ça va dans la mise en place de rémunération du carbone fixé dans le sol. Pour une fois qu'on se met à rémunérer les bonnes pratiques, sachons également rester vigilants à l'évolution de ce qui est en train de se mettre en place. C'est déjà chose faite en Autriche, en Suisse, en Allemagne. Bon, on ne va pas demander à la France d'être en tête de peloton, on est souvent un peu en retard, mais on s'y met, puisque là, on avait d'ailleurs une visio avec l'APAD, notamment Pays de Loire, cette semaine, qui disait qu'il y a en fait une filière du carbone qui est en train de se mettre en place, avec, par le biais de suivi d'analyse de sol, et notamment en lien avec la hausse de la matière organique totale dans vos sols, la capacité d'avoir une rémunération de la tonne de carbone séquestrée dans le sol qui serait comprise entre 25 et 35 € de la tonne séquestrée dans les sols. Donc, voilà, ça sera la cerise sur le gâteau. Je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que ça permet d'inciter et de récompenser les bonnes pratiques qui vont clairement servir à nous tous, puisque clairement, on est en train de parler de la qualité finale de la denrée alimentaire derrière. Ce sera un autre sujet que nous aborderons ensemble ultérieurement. Voilà, merci à vous, en tout cas, de votre attention. Et eh bien, s'il y a des questions, je suis clairement prêt à y répondre. Oui, Mathieu, plusieurs questions. Je te lance avez-vous des exemples vignes, entre parenthèses cognac, parmi les exemples d'apport de matière sèche à l'hectare dans le cadre du bilan humique? Alors, la question est complètement pertinente, tout simplement puisqu'à l'écart, clairement sur la notion de bilan humique, c'est un sujet qui a été très fortement travaillé sur tout ce qui est culture annuelle. Sur tout ce qui est culture pérenne, vous allez avoir toutes les restitutions par le biais végétal, c'est-à-dire les feuilles.
Vous avez, donc ça, vous les avez. La deuxième chose, donc en termes de quantification, pour avoir recherché là juste avant, je n'ai pas forcément à ce jour de chiffres précis à donner, mais je désespère pas. La grosse différence, par contre, que vous allez avoir, c'est que c'est toutes les restitutions racinaires en moins par rapport à un système plutôt polyculteur-éleveur ou céréalier que vous n'aurez pas. Donc forcément, il va falloir compenser d'autant plus fort par des apports de matière organique exogène et surtout les couverts végétaux implantés en interrang. Voilà. Maintenant, l'avantage du système culture pérenne, que ce soit la vigne, que ce soit l'arboriculture, c'est que vous allez avoir des pertes d'humus annuel également, enfin, plus faibles, puisqu'il va y avoir un travail du sol beaucoup moins soutenu que, je dirais, en parcelles type culture fourragère ou céréalière. Donc, clairement, l'objectif de restitution annuelle sera clairement plus bas que les fameux 20 tonnes de matière sèche à l'hectare et par an. Ok, pardon. Mathieu, quel risque, si on est dans la moyenne basse d'apport de matière sèche, en y ajoutant un activateur du sol? Quel risque ou quel intérêt cela apporte? Merci pour cette question, elle est fondamentale. Aujourd'hui, apporter un activateur de la vie du sol, déjà, de quel activateur parlons-nous? Si ce sont des activateurs de sol type bactérien, vous allez à votre perte. Tout simplement, puisque, je vous ai déjà dit, les sols sont très fortement bactériens et très peu fongiques. En apportant des activateurs purement bactériens, vous allez encore plus doper la minéralisation dans le sol. Donc, ceci ne peut tenir dans le temps qu'à condition d'avoir des restitutions très fortes. Donc, teneur en matière organique déjà moyenne basse, plus restitution faible, plus des activateurs de sol accentués et orientés bactériens, malheureusement, je ne vais aller encore plus vite sur la perte de matière organique. À l'inverse d'activateurs de sol plutôt typés boosters, ce que l'on appelle soit les EM, donc les micro-organismes, enfin les activateurs de sol à base de bioferments, d'extraits de plantes qui vont plutôt être sur booster l'ensemble des micro-organismes du sol, c'est-à-dire champignons et bactéries, vous allez forcément atténuer ça. Pourquoi? Parce qu'en boostant les champignons, vous allez accélérer la décomposition de la matière organique. Donc ça, c'est vraiment une question fondamentale. Un activateur de sol, et c'est ce qui fait aussi que très souvent on entend « j'en ai mis, j'ai rien vu de plus », parce que si on n'est pas capable de fournir la nourriture en face, malheureusement, vous allez être déçu. Donc activateur, oui, mais nourriture en face, et là, ça fonctionne. Ok, Mathieu, une autre question et pas du tout orientée. Quel est l'intérêt de faire se développer les salariés locaux du sol plutôt que d'apporter des micro-organismes exogènes? Parce que ce sont les votes. Clairement, aujourd'hui, alors ça là-dessus, je vais tâcher de prendre de la distance par rapport à ça. On arrive sur une question de dire les micro-organismes qui se développent dans un sol, s'ils se développent, c'est que les conditions présentes, je dirais, dans le sol en présence leur convient. La deuxième chose, c'est qu'on parle souvent de sol mort, ce qui est complètement faux. Un sol n'est jamais mort. Ce qu'il faut voir, par contre, c'est plutôt que le nombre de salariés présents est insuffisant. L'idée, c'est surtout de se dire, apporter un micro-organisme exogène, une fameuse bactérie, pseudomonas, machin, et compagnie, que j'ai pris à un endroit dans des conditions de sol données que je prétends pouvoir mettre dans d'autres sols avec des conditions pH, redox, climat différents, j'en sais rien si ça fonctionne. Ce que je sais par contre, c'est que booster ceux présents chez vous, ça fonctionne, clairement. Ok, merci Mathieu. Une autre question qui est, le carbone ramené par les exudats va-t-il être visible lors des analyses? Ah oui, puisque, alors ça par contre, il faut faire des analyses comme je vous l'ai montré. Ça, pour être très transparent avec vous, ça a été souvent l'occasion de discussions un peu nous en interne, où on a mené des travaux en positionnant le vertal-sol dans des parcelles en gardant pendant 3 à 4 ans des zones témoins. Et nous étions surpris au bout de la première année d'avoir des hausses non négligeables en matière organique totale dans les sols, mais qui malheureusement, sans changement de rapport C/N. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, on est capable de pouvoir, de manière indirecte,
appréhender la quantité d'exudat racinaire renvoyé tout simplement dans les sols. Maintenant, le meilleur moyen de s'en convaincre, c'est tout simplement de prendre une bêche, ça coûte à peu près 50 €, d'aller dans les parcelles, et plus vous allez avoir autour des racines un liquide facilement visible autour des racines, et plus vous en avez. La deuxième chose, c'est que plus vous avez une rhizosphère poreuse, plus votre plante renvoie des racinaires, parce que c'est la nourriture de la rhizosphère. Et la troisième chose, c'est le suivi de la matière organique dans le sol, et ça, c'est intégré dans le fameux plan de rémunération que je vous évoquais tout à l'heure, puisque ça rentre dans la matière organique totale. Par contre, attention, vous ne formerez pas d'humus avec ça. C'est de la nourriture. Mathieu, question sur le HPH. Comment on traduit ce rapport EHPH clairement? C'est-à-dire? Moi, je ne sais pas, je lis la question de... Alors, pour revenir à EHPH, comment on le traduit par rapport à notre discours de cet après-midi? Alors, comment on le traduit? De la manière suivante, c'est-à-dire que la notion de pH, dans les analyses de sol, vous avez tous vu deux lignes, au moins une qui est le pH haut. pH haut tout seul, ça ne veut rien dire, je suis complètement incapable de vous interpréter ça. Il nous faut le pH haut et le pH KCl. Augmenter la teneur en matière organique des sols, et notamment humus, avec la bonne proportion libre-liée comme nous avons vu, c'est la capacité à avoir des sols qui sont capables de se tenir, donc en fait qui vont se compacter beaucoup moins rapidement. Et plus vous conservez des sols poreux, c'est-à-dire 25% d'air, 25% d'eau, et moins vos variations de pH vont être importantes au cours de l'année. La deuxième chose, c'est que plus vous allez avoir cette stabilité structurale avec ce fameux rapport eau-air, plus le redox, le potentiel redox que l'on nomme EH, va pouvoir être également stable. Plus vous avez de l'air dans le sol, plus vous avez de l'oxygène, plus vous êtes à un niveau d'oxydation élevé. C'est ce qu'Olivier Husson nous avait expliqué. À l'inverse, moins vous avez d'air, plus vous avez d'eau, moins vous avez d'air dans le sol, donc moins vous avez d'oxygène et plus vous êtes en situation réduite. Ce qu'il faut savoir, c'est que être trop réduit, ce n'est pas bien pour la plante. Être trop oxydé, ce n'est pas non plus l'idéal pour la plante. Le fameux milieu 6,5, 6,7 de pH et le EH de 250-300 millivolts, c'est vraiment la plage dans laquelle il faut que nous arrivions à rester. Sachant que ce ne sera pas linéaire, ça va faire plein de petites oscillations comme ça. Plus vous augmentez votre teneur en matière organique, plus la stabilité se tient, et plus ce couple EH-pH reste constant. Enfin, stable, pardon, pas constant. Ok, Mathieu, merci beaucoup. On a dépassé un tout petit peu notre timing, mais bon, 7 minutes, on n'est pas trop mal. Merci beaucoup pour cet exposé, Mathieu. C'est toujours extrêmement vivant. C'est pour ça qu'on aime notre Mathieu. C'est toujours. Désolé si j'en ai froissé certains. Non, c'est toujours extrêmement dynamique, et si quelqu'un a lâché prise et s'est endormi, je veux savoir qui c'est, parce que ça ne s'est pas vu dans le nombre des participants, qui n'a fait que croître pendant cette heure d'exposé. Merci et bravo à toi. On vous donne rendez-vous quand vous souhaitez revoir ce webinaire, bien sûr. Il est visible sur ce site, puis vous allez recevoir le lien qui vous permet de le voir quand vous le souhaitez dans le futur, ainsi que le premier webinaire du mois dernier qui était animé par Olivier Husson. Le prochain webinaire aura lieu pour notre part l'année prochaine, et oui, évidemment, c'est-à-dire au mois de janvier, et précisément fin janvier, le 26. Il aura pour titre « Comment améliorer l'équilibre minéral dans les sols ». Autre sujet pas si loin de celui-ci, mais évidemment extrêmement important. Donc, comment améliorer l'équilibre minéral dans les sols. Et au mois de février, nous pourrons intervenir un intervenant extérieur de notre société Vertal, peut-être sur l'économie de l'agroécologie, ou peut-être sur ces points d'avenir importants qu'est l'agroécologie, et c'est sur celle dans laquelle on croit énormément chez nous. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère vous voir soit sur nos plateformes digitales, soit à le webinaire, soit à travers d'autres liens dans les semaines qui viennent. Très bonne fête de fin d'année. Je me fais l'ambassadeur de toute l'organisation Vertal, marketing, développement, recherche et direction.
et salariés. Pour vous souhaiter à tous une excellente fin d'année et espérer vous revoir très vite pour ensemble avancer dans l'agroécologie et avancer, pourquoi pas, avec des produits verts dans l'avenir. Très bonne fête de fin d'année à tous. Merci encore et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Merci à vous.